parmi les grandes tendances, à mon sens, qui ont impacté favorablement l'intégration sous-régionale, il y a eu ce développement et c'est l'implantation d'acteurs régionaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on constate que la plupart des groupes internationaux quittent, se désengagent de l'Afrique et il y a une propension à voir des acteurs africains remplacer les banques, j'allais dire, qui étaient là, les groupes qui étaient là sur le plan historique. Alors, le paradoxe, c'est que ces groupes africains n'ont pas d'autre objectif que de se développer en Afrique. Mais malgré cela, on constate que le taux de bancarisation n'est pas celui qu'on souhaiterait et n'a pas pu décoller comme il se doit. Avéré, et aujourd'hui le secteur est consolidé autour d'une dizaine de groupes qui sont essentiellement des groupes africains, soit d'Afrique du Sud, Maroc, oui, soit d'Afrique du Sud, Maroc, régionaux, et certains d'entre eux sont aujourd'hui cotés, donc avec un tour de table qui va se diversifier. Deuxième élément, c'est que le secteur s'est fortement consolidé. La consolidation a un aspect positif. Ça permet de pouvoir faire face à des transactions d'envergure au niveau régional, donc participer à des projets régionaux, les projets d'énergie, les projets de transport qui se sont faits au travers de syndications et profiter aussi de tous les flux financiers autour de cela. Et ça permet une collaboration plus importante de par cette consolidation, une collaboration plus intense donc, des acteurs. Ces acteurs vivent ces derniers temps sous une contrainte des banques centrales pour respecter une réglementation extrêmement stricte. Effectivement, dans le courant du désengagement des acteurs internationaux, aujourd'hui, nous n'avons plus de relais pour être, j'allais dire, connectés à l'international. Donc la seule issue qui nous reste, c'est d'avoir des bilans, j'allais dire, parler le même langage que les banques qui sont au niveau global. Donc on doit respecter aujourd'hui des normes prudentielles, BAL 2, BAL 3, alors même que nous sommes dans des économies, j'allais dire, qui ne sont pas balisées. Ces réglementations extrêmement contraignantes ont un avantage, c'est qu'elles permettent d'avoir une lisibilité et de montrer que le secteur est solide, le secteur bancaire est solide, mais à contrario, nous avons la problématique aujourd'hui de ce que nous sommes donc sur un secteur où il nous faut contribuer à financer l'économie, prendre un certain nombre de risques, et aujourd'hui ces éléments-là ne sont pas de nature à encourager les acteurs du secteur bancaire à prendre plus de risques. Autre dernier point sur les tendances marquantes et qui sont pour moi des tendances majeures, c'est l'apparition des services financiers mobiles qui viennent donc pallier aux faiblesses structurelles donc, du secteur bancaire et nous permettent donc d'ouvrir une lucarne sur la capacité à apporter au travers donc, du système financier plus d'inclusion financière. Malgré ça, le taux de bancarisation n'atteint pas les 15%. Donc, alors même que nous sommes en train de vanter un secteur dynamique, un secteur qui s'est régionalisé sous l'impulsion d'acteurs africains qui aujourd'hui n'a rien à envier avec d'autres banques à l'international, nous nous retrouvons un peu dans j'allais dire, un manque d'efficacité opérationnelle qui fait qu'aujourd'hui, si on veut être rentable, nous ne pouvons pas rester dans le même paradigme. Donc tout repose sur la banque. Les banquiers à un moment étaient contents, mais dès lors qu'ils commencent à recevoir les critiques, ils commencent à comprendre qu'il faut expliquer qu'en fait un secteur financier ne peut pas reposer uniquement sur des acteurs bancaires. Donc là aussi, il y a un travail à faire pour que sur le plan de l'intégration régionale, on ne perpétue pas cette faiblesse qui est une contrainte parce que le secteur est très peu diversifié. Aujourd'hui, quand on regarde par exemple le taux de capitalisation boursière de nos pays,
Vous avez le Ghana qui à lui seul totalise 30 milliards de dollars alors que la BRVM tourne autour de 10 à 15 milliards en capitalisation boursière. Donc quasiment le double. L'Afrique du Sud, elle, pour autant, est autour de 970 milliards. Donc c'est autant de flux qui ne contribuent pas au développement de nos économies et autant de flux que nous n'arrivons pas dont nous n'arrivons pas à bénéficier. Dans ce constat, dans ces généralités, il y a des différences et la plupart du temps, il y a un peu plus de dynamisme en Afrique anglophone. Lorsqu'on prend aussi le ratio du crédit du secteur privé par rapport au PIB, crédit au secteur privé ramené au PIB, on se rend compte qu'aujourd'hui, la moyenne en Afrique subsaharienne est entre 20 et 25%, alors que la moyenne de l'OCDE est autour de 140%. Donc, c'est pour dire que nous sommes encore loin en arrière. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir d'avoir un secteur bancaire, malgré le fait qu'il est le maillon essentiel donc, du système financier. Ce secteur-là a montré ses limites. Nous avons des coûts de transaction et des risques qui sont élevés. C'est important à le noter. Lorsqu'on voit tout ce qui est aujourd'hui facturé aux clients, pour nous qui avons participé à toute cette vision de régionalisation, l'effet c'était de profiter des économies d'échelle, mais on s'est retrouvé pays par pays avec des réalités qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, nos groupes sont rentables, mais nous n'arrivons pas à faire profiter à la clientèle de transactions qui sont moins chères et avec un crédit qui est à des taux intéressants. Donc voilà un autre élément. L'autre élément qui impacte négativement aussi et qui est important à savoir, c'est la rareté du refinancement interbancaire. Moi j'ai vu en Namibie, non plutôt au Mozambique, un gouverneur de banque centrale qui imposait donc aux différentes banques de se prêter de l'argent entre elles pour optimiser donc, les ressources intérieures. Et ça, ce sont des aspects et des bonnes pratiques, à mon avis, qui doivent être aussi exploitées dans notre région. La rareté du refinancement interbancaire fait que la majorité des banques se financent uniquement par les dépôts. C'est une limite et c'est archaïque même qu'aujourd'hui on puisse en être encore à ce niveau-là. Il faut qu'on positionne nos régions aussi comme des centres financiers internationaux et développer à la limite, s'il le faut, des zones offshore régionales pour attirer des capitaux, des devises sous une autre forme. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne s'agit pas de créer des paradis fiscaux, non, loin de là, mais je veux dire aujourd'hui à l'échelle régionale, pourquoi ne pas avoir une place comme Maurice dans nos zones, dans la zone CEDEAO, on peut choisir une ville. Lomé me semble être la ville, c'est pas parce que Pascal est à côté de moi, historiquement, Lomé peut être, et puis mon grand frère Kako est là. Mais ma proposition majeure, et peut-être que je vais choquer, pour moi, elle repose autour de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois ce que la technologie est capable de nous apporter déjà sur le plan de l'inclusion financière. Aujourd'hui, on peut, avec les nouvelles technologies, avec les services financiers numériques, à mon avis, les services financiers numériques peuvent nous aider à mobiliser déjà l'épargne intérieure d'une manière plus efficiente, plus rationnelle et aussi plus inclusive. Donc ça, c'est important parce qu'on ne peut pas développer un secteur bancaire sans mobilisation de l'épargne intérieure, quelle que soit l'intégration qu'on pourra avoir. Je pense qu'en la vérité, nos ministres des Finances, de l'économie et des finances, doivent être aussi des ministres de la transformation numérique, de la transformation digitale, on va appeler ça comment, mais ça doit revenir au ministre des Finances et de l'économie parce qu'il va être le premier à profiter de cela. Dans un premier temps, outre les aspects d'inclusion financière, outre les aspects donc, liés à la mobilisation de l'épargne, il y a toute la question liée à la mobilisation des ressources intérieures pour la parafiscalité. Et plus on pourra arriver à une cashless économique, parce que j'ai été aussi dans le privé, j'ai été en cabinet lorsque j'étais à la primature. Bon, c'est pas facile de diriger. C'est vrai que quand on est de l'autre côté de la barrière, on se plaint des politiques.
Mais j'ai vu que ce n'est pas évident. Si on ne change pas les modèles économiques, si on ne revoit pas le paradigme, peut-être donc qu'au travers de la technologie et du numérique, en essayant de transformer nos économies de manière digitale, parce qu'on voit un réel impact. Aujourd'hui, vous avez la capacité, avec la bonne information, de savoir prêter, puisqu'aujourd'hui, l'un des problèmes des prêts, c'est l'asymétrie d'information. La technologie nous permet de résoudre cela. La technologie nous permet de reach out, donc d'atteindre des zones les plus reculées. Aujourd'hui, en toute sécurité, quel que soit ce qu'on veut dire, nul parmi nous n'a imaginé qu'il y allait avoir un développement aussi fulgurant du mobile money. Alors que le mobile money n'est qu'un pas de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, les modèles fonctionnels en termes d'épargne et de crédit sur le téléphone existent. Et moi-même qui vous parle et qui suis un féru et qui vante ce modèle et qui me bat en interne pour développer cela, j'ai un compte mobile money à peine depuis 1 an. Donc je veux dire, alors même que les populations rurales, qui sont des populations qui n'ont pas cette capacité, elles ont pu le faire. Donc dernier mot, je pense qu'au travers donc, de la technologie, nous pouvons y arriver, nous pouvons aller vers plus d'intégration et peut-être pour réconcilier Kako et ses grands frères, on peut imaginer éventuellement la crypto-monnaie africaine consolidée autour des échanges commerciaux pour éviter, chacun viendra se connecter et puis ça évitera les débats du franc CFA, de l'écho, de ceci. Peut-être que c'est une avancée pour être pragmatique. En plus, cela adossé avec des technologies comme les blockchains, on peut dématérialiser un certain nombre d'actions qui peut permettre aussi d'accélérer les échanges. Je crois que ce n'est pas une vue de l'esprit, ça se fait, ça se réalise et pourquoi pas en Afrique.